Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode spécial à l'occasion d'un événement qui me tient à cœur, puisque c'est la deuxième année que j'y participe. Il s'agit du Podcaston, qui est un événement particulièrement intéressant, caritatif, qui va permettre de rassembler plus de 1500 podcasteurs, 1650 exactement, c'est assez énorme, autour du micro pendant une semaine. Et l'idée, c'est que chacun de ces podcasteurs puisse mettre en avant l'association de leur choix ou une cause qui leur tient à cœur. Moi, ça fait un petit moment que j'avais mon association dans le collimateur en tête et j'ai été vraiment ravie de pouvoir recevoir Elvire Bornand de l'association Plan Neuf, qui est de Nantes. Bonjour Elvire. Bonjour Juliette. Merci beaucoup de me rejoindre. Donc, on va parler aujourd'hui de plein de sujets vraiment passionnants autour de la société, de l'évolution de la société. Juste très rapidement, en un mot, donc Plan Neuf, c'est une association qui rend la sociologie plus applicable à la vie quotidienne et au grand public. Est-ce que tu peux nous parler de la mission principale de ton association ? Avec grand plaisir. L'idée de l'association, c'était d'être vraiment en contact direct avec la société civile, c'est-à-dire de ne pas faire une recherche universitaire, de pas non plus faire une recherche dans une grande organisation comme il y a aujourd'hui, de la recherche en entreprise ou de la recherche dans des mairies et autres, mais vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut être au plus près des besoins, des vécus des personnes et travailler à mieux les comprendre pour changer la société et la changer vers plus d'égalité. C'est un immense objectif, hein, on est tout petit, mais c'était vraiment ça. Et au cœur de Plan Neuf, il y a la volonté de comprendre les vulnérabilités, aussi bien les vulnérabilités des personnes tout au long de leur parcours de vie. On peut avoir tous des niveaux de vie différents, des âges différents, enfin des histoires différentes, mais cette vulnérabilité, elle va nous tomber dessus à un moment ou à plusieurs moments de nos parcours de vie. Et puis aujourd'hui, c'est aussi la vulnérabilité des territoires, parce qu'on est dans un monde qui change de plus en plus vite et avec une inquiétude sur ce que la Terre peut encore supporter de nos activités humaines. Donc c'était penser ces parcours de vie dans des territoires dans lesquels ils ont lieu et comment les deux sont bouleversés aujourd'hui par la vulnérabilité, qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui en tout cas fragilise les personnes comme les lieux. Oui, ou qui est une valeur pas facile à prendre en compte dans une société effectivement dans laquelle on est plutôt dans le côté productivité, efficacité. On est rarement à avouer nos vulnérabilités. Donc l'idée, c'est de rendre vraiment la sociologie, comme tu dis, en dehors de ce côté très universitaire, macro, et de le mettre vraiment dans la vie quotidienne pour accompagner des transitions. Exactement. Quelles sont les principales difficultés que du coup vous rencontrez en tant qu'asso pour appliquer ces fameuses théories à des situations concrètes ? Est-ce que c'est plutôt politique ? Est-ce que c'est des personnes qui sont réfractaires ? Je pense qu'il y a plusieurs difficultés. Je pense qu'il y a une difficulté dans laquelle tous les sociologues se reconnaîtront, ou tous les gens qui nous écoutent et qui ont eu affaire à un sociologue un jour se reconnaîtront. C'est que c'est toujours violent d'être confronté à une théorie. Par exemple, la plus connue des théories sociologiques, c'est ce qu'on appelle la reproduction sociale, c'est-à-dire qu'on est dans un certain milieu social et il y a des chances qu'on y reste toute notre vie. Fils d'ouvrier, toujours ouvrier, après derrière. Exactement, c'est exactement ça. Et qui a été vérifié notamment statistiquement en regardant qui s'oriente vers un bac général, qui fait des études dans des écoles, à l'université, quelle trajectoire professionnelle ont les personnes. Donc cette théorie de la reproduction sociale qui dit qu'on reproduit le milieu dans lequel on est né, elle se vérifie en général. Mais forcément, les gens qui m'écoutent sont en train de penser à toutes les fois où ça se vérifie pas. Et c'est ce que je vois à chaque fois que j'en parle. Bien sûr, il y a des fils de femmes de ménage qui deviennent médecins. Il existe des femmes chefs d'entreprise, il existe des femmes à la tête de pays. Oui, ça existe. Pour autant, est-ce que ces trajectoires sont ouvertes à toutes les femmes ? Je ne pense pas. Est-ce que c'est parce qu'elles sont nulles ? Je ne le pense pas non plus. Donc, ça veut dire que c'est des obstacles dans la société qui expliquent des trajectoires ou des projections empêchées.
et dans toute société, la nôtre y compris, mais pas seulement. Et ce qui est difficile quand on fait de la sociologie, c'est de se dire comment la théorie, elle peut m'aider à expliquer, à comprendre une situation sans que les personnes se braquent en disant mais moi je suis pas du tout d'accord avec la manière dont vous racontez les choses. Pour moi, ça se passe pas comme ça, c'est pas comme ça que je le vis. Et ça, on va le retrouver dans tous les milieux dans lesquels on travaille. Et si on va plus particulièrement sur le politique, parce que dans ces actions, Plan 9 travaille beaucoup avec des acteurs publics, et ben c'est pas facile de mettre en lumière des inégalités et surtout de mettre en lumière qu'elles se reproduisent parce que ça vient directement interroger le politique et pas la personne qui a été élue. Hein. En vrai, ça nous interroge tous en tant que société, mais les personnes qui le prennent de plein fouet, c'est les personnes qui travaillent dans le service public et qui sont élues dans les collectivités territoriales. Et souvent, la limite de ce qu'on fait, c'est quand on va nous dire oui, mais si on dit ça, si on dit que les choses sont comme ça, quand on parle des discriminations, quand on parle des inégalités de santé, quand on parle de tout ça, si on le dit, après, on va attendre qu'on y fasse quelque chose. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? Et c'est aussi ça qui nous a amené à nous dire que notre rôle à nous, il était au cœur de l'action, c'est de se dire, on n'est pas là pour révéler seulement, mais on est là aussi après pour se dire, ok, je pense qu'ensemble, on peut trouver des choses à expérimenter, à faire, qui vaincront pas la pauvreté, mais qui peut-être participeront à améliorer les choses. Ouais. Donc à la fois déconstruire peut-être des modèles sociétaux en place ou des croyances limitantes personnelles aussi, j'imagine, parce que ça va un petit peu dans ces deux zones-là. J'imagine aussi qu'avec le politique, il y a un certain poids d'inertie aussi, de se dire, de toute façon, on ne peut rien changer, ça a toujours été comme ça, ou est-ce qu'il y a une vraie volonté quand même d'aller plus loin? Alors, je dirais que les personnes convaincues de l'inertie vont éviter d'engager des sociologues. Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on s'attend quand même à certaines déconstructions. Voilà. Donc, je pense qu'ils vont se dire avant, peut-être pas maintenant. Mais plutôt que de l'inertie, c'est souvent des réalités écrasantes à changer, en fait, parce que c'est tellement des mécanismes de domination qui sont partout dans la société que c'est plutôt se dire on va quand même faire quelque chose, même si ça paraît pas très ambitieux. Et en fait, aujourd'hui, c'est surtout de la réaction de la population qu'a peur le politique. Et alors, le mot peur va peut-être les faire bondir, mais c'est ce que je pense. C'est-à-dire qu'il y a une telle défiance et éloignement aujourd'hui. Alors, on le voit traditionnellement avec l'abstention, mais je pense qu'aujourd'hui, on voit bien que ça va au-delà de l'abstention. C'est voter pour un candidat qui nous plaît pas pour dire que vraiment on n'est pas d'accord avec le système. C'est souhaiter que ce qu'on considère comme le pire arrive en disant ça fera peut-être réfléchir quelqu'un. Il y a vraiment une défiance contre le fait qu'on a besoin qu'un collectif nous représente en tant que société et que ce collectif soit chargé de prendre les décisions qui nous concernent, qui a une véritable peur d'innover dans l'idée de plus trop savoir comment vont le prendre les personnes en face, en fait, comment vont réagir les gens, et d'être vraiment parfois étonné des réactions ou de l'absence de réaction. Un côté un peu marcher sur des œufs en sachant pas trop effectivement ce qui va se passer en face. Ouais, je comprends. Et du coup, par rapport à ce que toi tu as constaté, quelles principales évolutions sociétales tu as pu observer depuis la création de Plan 9? Ouais, on a 10 ans de recul avec Plan 9, mais je dirais que les principales évolutions qu'on a vues, tu les as vues aussi. Il y a une première évolution sur l'attention à comment caractériser les vulnérabilités. Pendant longtemps, c'était vraiment la vulnérabilité liée à l'argent, c'est-à-dire la pauvreté, la précarité, et cette idée que si tu as des ressources stables tous les mois, tu t'en sors dans notre société. Et donc, voilà, le travail est la principale ressource, la retraite, les droits sociaux, etc. Alors, ça date pas d'aujourd'hui, ces évolutions, mais quand même, on a vu ces 10 dernières années, je pense à MeToo, par exemple, des grands mouvements venir dire, oui, ok, l'argent, ça peut protéger nos vies, mais pas que. Et pas de la même manière qu'on soit une femme ou un homme, qu'on soit hétérosexuel ou non, suivant notre origine ethno-raciale ou notre handicap, enfin plein de situations, d'une variété de manières dont on subit les inégalités
que je trouve beaucoup plus présente aujourd'hui dans le langage, que je trouve beaucoup plus présente aussi dans les représentations des séries télé, de la littérature, etc. Bien qu'on assiste en ce moment aux États-Unis à un recul extrêmement fort sur ces questions-là. Donc ça veut dire que c'est pas du tout des choses acquises de manière stable, mais il y a cette attention de plus en plus forte à dire la pauvreté me permettra pas de comprendre pourquoi les gens sont vulnérables ou non. Il faut que je m'attache à d'autres choses. Je vois aussi dans cet esprit le regard sur la vieillesse changer, et notamment avec les nouveaux vieux qui arrivent et qui n'ont pas du tout envie de se dire ma trajectoire, c'est chez moi, puis l'EHPAD, puis le cimetière, hein, et qui vont revendiquer une citoyenneté, qui vont aussi revendiquer un droit à choisir pour eux-mêmes, même s'ils prennent des risques, et quel que soit ce qu'en pensent les enfants. Et si on regarde de ce côté-là aussi du spectre, je trouve que de ces toutes dernières années, on a vu aussi des réflexions hyper intéressantes émerger sur les enfants, sur quelle part à la prise de décision qui les concerne, on reconnaît aux enfants. Et il y a dernièrement le défenseur des droits qui a sorti un rapport pour dire on ne peut pas aujourd'hui parler d'environnement, d'avenir de la planète sans faire participer les enfants, qu'ils aient ou non l'âge de voter, c'est pas ça qui compte. C'est que c'est d'eux dont on parle et on va pas prendre de décision pour eux. Et ça, cette idée de « attendez, pour qui on prend les décisions? Est-ce que ces personnes ont été consultées? Qui parle pour elles ?» Et c'est quelque chose qu'on doit beaucoup aux associations militantes, mais ça me semble être une des principales évolutions sociétales. Et si on va vers un côté plus négatif, je dirais que même si dans les situations les plus fragiles, l'argent ne définit pas tout, par contre, dans les situations les plus protégées, là, on assiste à une emprise de l'argent de plus en plus forte et à des qualités prêtées à des personnes parce qu'elles ont de l'argent, capacité à diriger un pays notamment, qui est de plus en plus importante. Et on voit vraiment une polarisation de la société autour de ces détenteurs de richesses qui ont une part prépondérante dans nos vies, qu'on le veuille pas, quoi. Mais du coup, ça, tu dirais que c'est une sorte de monogroupe qui se soutient et qui s'alimente en fait dans cette espèce de vision? Alors, on peut dire qu'il y a de plus en plus de clivages entre de plus en plus de groupes sociaux morcelés, c'est-à-dire qu'on a des identités qui s'affinent de plus en plus, c'est-à-dire qu'on on se décrit soi-même avec de plus en plus d'attributs qui nous font appartenir à un ou plusieurs groupes, et donc ne pas appartenir aux autres. C'est le célèbre le nous, l'intérieur de notre groupe, et le eux, tout ce qui est à l'extérieur. Ceci dit, je vois pas encore de remise en cause collective de cette domination économique qui devient une domination politique. Le fait que de plus en plus d'organes de presse appartiennent aux personnes qui ont le plus d'argent, que des postes politiques appartiennent aux personnes qui ont le plus d'argent, que la majorité des richesses produites par le travail appartiennent aux gens qui ont le plus d'argent. Ces choses-là, je pense qu'on est beaucoup moins dans des discours politiques les dénonçant que ce qu'ont pu vivre les générations des années 30 ou des années 60, par exemple. Alors bien sûr, c'est un peu à l'emporte-pièce ce que je te dis, mais quand même, je trouve, et pour finir par un dernier exemple, c'est que quand on va avec Plan Neuf dans des quartiers populaires, interroger les jeunes sur ce qui les fait rêver, ce qui les fait rêver, c'est d'avoir plein d'argent, comme un footballeur, comme un start-upper, comme un influenceur. Dubaï, ça les fait complètement rêver. Alors, pas tous, évidemment, mais je veux dire, cette idée, encore une fois, je vais la caricaturer, mais parce que voilà, c'est une manière de faire partir la discussion. Mais moi, mes parents, ils étaient obsédés par mon bac. Mais vraiment. Et puis, c'était que la première étape, mais après, il fallait qu'il y en ait d'autres. Et bon, je les ai un peu écoutés en restant très longtemps à l'université. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils étaient persuadés que l'école, c'était mon moyen de réussir dans la vie. Et si je reviens sur ce que je te disais tout à l'heure de la reproduction sociale, le moyen d'échapper à ce déterminisme, de se dire, ben non, je continuerai pas de vivre dans mon milieu d'origine, ben, ça a été pour plein de gens l'investissement dans l'école qui leur a permis d'arriver à des positions qui n'étaient pas celles de leurs parents et de leurs grands-parents. Et cette idée que c'est par l'école que tu t'en sors, je la trouve moins présente.
aujourd'hui. Je dis pas qu'elle est absente, mais je la trouve moins présente et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus individuel. Parce que l'école, si toute ta classe réussit, tant mieux, mais voilà, il y avait quelque chose d'assez collectif comme processus. Mais là, c'est vraiment l'idée, en tant qu'individu, d'être la personne qui sort du lot, qui va réussir et qui est perçue comme le seul moyen de sortir aussi de la vulnérabilité l'ensemble de sa famille. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui me racontent je veux m'enrichir pour m'enrichir, mais qui disent je veux m'enrichir pour que ma mère, elle arrête de se lever à pas d'heure et de rentrer à pas d'heure pour nous faire tous manger. Alors, c'est cette idée que le moyen le plus sécure pour soi et pour ses proches, c'est ce mirage de l'argent qui est entre autres entretenu par beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Ce que j'allais dire aussi, avec des réussites faciles, fulgurantes, qui donnent des modèles qui sont peut-être compliqués, qui font rêver certes, mais la descente derrière est assez compliquée à vivre. Complètement. Après, moi, ce que j'observe, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je trouve ça vraiment super passionnant de voir les différences d'éducation au niveau du système scolaire entre mon petit garçon de 6 ans et ma grande de 22 ans. Les méthodes d'apprentissage sont pas du tout les mêmes. Et je trouve en fait aujourd'hui, alors c'est encore une fois, il ne faut pas faire des caricatures, ça dépend certainement des établissements d'où on est, etc. Mais l'apprentissage est quand même beaucoup basé sur du jeu, sur d'autres manières de voir les choses, sur de la pratique, le fait de toucher, d'expérimenter. Et puis comme tu disais, le fait de pouvoir toucher les enfants au plus jeune âge, notamment sur des sujets vraiment intéressants ou importants en tout cas, sur le devenir de la planète. Là, je vois par exemple, tu vois, il y a tout un défi qui a été lancé dans l'école de mon fils sur des défis environnementaux, mais aussi au niveau de la nourriture, sur les habitudes de vie. Encore une fois, pas du tout dans un esprit de taper sur les doigts ou de punir, parce que ça marche pas, mais plutôt de tenter, d'expérimenter, de voir peut-être d'autres choses, d'autres modèles, et d'essayer de voir les différences en fait. C'est quelque chose que vous voyez vous aussi de votre côté sur l'asso ? Complètement. Je pense que ce que j'aurais dû en effet dire, c'est tel que je l'ai dit, on pourrait se dire est-ce que c'est l'école qui nous a trahis collectivement et qui fonctionne plus? Et en fait, c'est que de moins en moins d'argent public va à nos principales institutions, l'hôpital, l'école, et ce qui fait qu'on a des classes de plus en plus nombreuses. Et là aussi, comme tu l'as dit, les territoires sont pas tous égaux là-dessus, dans les manières de découvrir l'école au plus jeune âge et les interactions avec ses camarades. Je pense que l'école s'est de plus en plus ouverte à de nouvelles manières d'apprendre. Je pense même que c'est quelque part dans l'ADN de l'école. Quand on lit les historiens de l'école, en fait, l'école a pas arrêté de s'interroger sur elle-même parce qu'elle a cette charge de former les futurs citoyens avant même de former des sachants. Il y a toujours eu ce double rôle à l'école de former des citoyens, et c'est ce que tu dis à travers les défis pour la planète, tout en apprenant des connaissances et d'apprendre aussi à être avec d'autres, à réagir en collectif, à prendre des décisions collectives. Enfin, il y a vraiment ce rôle majeur dans la socialisation, c'est-à-dire la manière dont on apprend à être et à faire dans notre jeune âge. L'école a cette responsabilité-là. Cette responsabilité lui a jamais été enlevée, mais ses réussites sont devenues de plus en plus critiquées. On entend peu une comparaison entre les ambitions fixées et données à l'école et les moyens que nos gouvernements donnent à l'école pour qu'elle réussisse. Et pour moi, aujourd'hui, le point le plus critique, c'est que ça fait reposer ça sur des enseignants et des enseignantes. C'est-à-dire que c'est plus l'école, ce mot qu'il faudrait dire un tout, on va avoir la même chose partout, mais c'est comment chaque enseignant et chaque enseignante va prendre sur lui ou sur elle, en plus, son salaire restera le même et les modes par lesquels il est évalué aussi, mais va se dire, qu'est-ce que je peux changer dans ma manière de faire classe pour remplir ces missions de citoyenneté et de connaissance? Et c'est épatant comment on voit toujours aujourd'hui des choses se tester alors qu'on est dans une période de crise vocationnelle des enseignants et de manque de moyens notoires. Mais je lisais cette semaine un article sur la classe dehors
C'est vraiment ça. C'est comment, et dans une rencontre entre des enseignants et des parents d'élèves. Parce que si un enseignant dit un jour par semaine, par tous les temps, on va faire classe dehors, parce que ça apprendra autre chose dans un rapport au corps, au savoir et à la nature. Si les parents disent super, mais pas l'hiver parce qu'il fait trop froid et pas l'été parce qu'il fait trop chaud, ça va jamais marcher. Donc il faut vraiment cette complémentarité entre les parents et les enseignants pour que des initiatives soient portées. Mais elles le sont en effet toujours, mais pas pour tous les élèves. Je pense qu'il y a certains élèves chanceux qui peuvent expérimenter ça, et à côté, il y a des élèves qui n'auront pas d'enseignants pendant plusieurs mois parce qu'ils ne sont pas remplacés, quoi. Donc on est vraiment c'est ça, on est dans un système où les inégalités, elles se nichent jusque dans les détails. C'est pas pour minorer les situations, mais voilà, elles se nichent partout. Oui, tout à fait. Alors, moi, je voulais savoir comment est-ce que vous abordez le rapport de la société à la mort dans vos travaux? Parce que c'est vrai que c'est une valeur qui est forte et qui est un peu taboue, on peut le dire, et qui est différente aussi selon les groupes et les origines. Voilà, moi, c'est quelque chose qui m'interpelle, notamment aussi la question de la dignité funéraire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tout à fait. On a différentes manières d'aborder ce sujet. On va traiter à la fois de l'imaginaire et des pratiques. Je vais commencer par l'imaginaire parce que tu as parlé de tabou. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est qu'on peut être dans un paradoxe de dire mais la mort est nulle part, on n'en parle pas. Et puis, tu lis un journal, tu vas sur un réseau social, tu allumes la télé, la mort, elle est partout. Tu vas au cinéma, c'est pareil. Tu ouvres un livre, c'est pareil. Enfin, tout le monde meurt partout, en plus ou moins grand nombre. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui m'interpelle depuis longtemps. Alors, on est plusieurs à travailler dans Plan Neuf, mais moi, mes recherches portent beaucoup sur ces imaginaires de la mort dans nos sociétés aujourd'hui, et à essayer d'interroger, notamment dans la littérature, les films de genre et à travers la figure du revenant. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'on est complètement hanté par la mort tout en pouvant dire « j'en parle jamais ». Je la vois partout, je l'entends partout, parce qu'on pourrait parler des chansons, aussi, des chansons qui parlent de la mort, il y en a plein. Mais en même temps, on voit tout ça et on n'en parle pas. Et c'est vraiment quelque chose que je travaille beaucoup, de me dire, alors à quoi elles nous servent, ces figures imaginaires de la mort? Qu'est-ce que ça veut dire, cette peur que les morts reviennent? Comment est-ce qu'on peut à la fois avoir peur de mourir, peur que les morts reviennent? Pourquoi, dès qu'on décrit que les morts reviennent, elles sont quand même extrêmement rarement sympas. Généralement, ils sont hyper énervés contre les vivants. Ils veulent les ramener avec eux. Et ça peut paraître une manière légère de poser les choses, mais je la trouve extrêmement apprenante pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on dit derrière, de pourquoi les morts nous en voudraient. Et on le voit à travers les thèmes aujourd'hui qui sont souvent liés à des zombies qui arrivent à cause de complots de l'armée ou du monde pharmaceutique, de aussi beaucoup de choses de plus en plus autour de peuples premiers qui ont été décimés, qui reviendraient sous forme d'esprit pour se venger. Enfin, quelque part, on parle beaucoup de nos manières en tant que société, de hiérarchiser les gens, et comment des personnes qui n'ont eu aucun pouvoir de leur vivant prennent du pouvoir dans la mort pour essayer de se venger ou de changer les choses. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse, y compris d'en questionner est-ce que les choses changent à travers le temps. Et puis le gros de notre activité, c'est les pratiques liées à la fin de vie, aux funéraires et au deuil, et la manière dont ça vient questionner d'abord les acteurs publics. Parce qu'aujourd'hui, les acteurs publics, on leur demande beaucoup de réguler. Si on regarde les municipalités, leur principal rôle, ça va être de s'intéresser aux convois funéraires, au règlement du cimetière. Mais si elles veulent faire plus, c'est à elles de s'engager là-dedans, mais rien n'y oblige. On voit qu'au niveau étatique, nos représentants ont beaucoup de mal à légiférer sur ces questions. Que ce soit légiférer sur la fin de vie ou légiférer sur d'autres manières de traiter les morts. Je pense à la terramation, à l'humusation, à des techniques qui viennent faire disparaître les restes humains sans polluer le sol sur de très longues années. Donc, pourquoi ça bloque?
pourquoi c'est pas bankable pour une collectivité de dire j'aimerais trop travailler avec mes citoyens la politique funéraire? Tout de suite, tout le monde se crispe. Nous, on a eu beaucoup de chance de le faire avec Nantes Métropole qui ont accepté d'ouvrir aux citoyens la discussion sur ce qu'ils voulaient en matière de politique funéraire. Mais pour avoir été depuis en contact avec beaucoup d'élus, ce qu'ils expriment, c'est dire oui, mais comment je convainc mon conseil municipal que la mort, c'est un sujet dont on peut s'emparer collectivement de manière positive? Quand j'essaie d'en parler à la population, j'ai autant de gens qui me disent il faut absolument y aller que de gens qui disent non mais absolument pas. Donc qu'est-ce que je fais? C'est pas les politiques les plus faciles à manier, donc on accompagne des collectivités qui ont envie de s'en emparer de ces sujets-là, et on accompagne aussi des associations ou des entreprises qui ont envie de réfléchir à comment agir différemment aujourd'hui, comment mieux répondre aux besoins des personnes endeuillées, aux besoins des personnes aussi en matière d'offres funéraires. Et sur ce sujet-là, on a à la fois une envie de personnalisation de plus en plus forte des funérailles. On a aussi des choses qui émergent autour de l'idée qu'il faut arrêter de complètement médicaliser et psychologiser le deuil, c'est-à-dire de dire soit un deuil, vous vous en remettez vite, soit il faut aller voir un docteur. Et des personnes qui ont envie de dire, ben non, en fait, moi je vais rester en deuil toute ma vie, mais c'est peut-être pas un problème parce que j'ai des relations avec mes morts. Et c'est pas pour ça que cœur bisounours, c'est facile tous les jours, mais je continue ces relations et je veux pas qu'on estime si je vais bien ou pas à ma capacité à y mettre fin. Et ça vient aussi de manière très forte. Et la dernière chose sur laquelle on travaille, c'est la question de l'hommage. Comment est-ce qu'on garde trace des morts? Surtout si on se dit les cimetières à l'avenir, ce serait bien qu'ils soient beaucoup moins en marbre. C'est-à-dire qu'on arrête de se dire pour prouver à mon mort que je l'aimais beaucoup, je vais lui faire la demeure éternelle la plus solide, la plus grande possible. Bon, le Taj Mahal, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. La planète nous dit c'est super les gars, mais les forêts, c'est sympa aussi. Donc, essayez de penser différemment votre manière de témoigner de l'amour à vos morts. Et c'est pas facile de dire comment montrer cet attachement, à qui on doit de l'attachement. Je disais, on travaille aussi sur les questions d'âge beaucoup et sur le vieillissement. Dans la vieillesse, il y a beaucoup d'isolement social. Dans la pauvreté aussi, il y a beaucoup d'isolement social. Il y a des personnes qui meurent seules. Est-ce que c'est normal? Et je dis normal comme une sociologue, c'est-à-dire est-ce que ça doit être dans la norme que des personnes puissent ne pas avoir d'enterrement ou avoir à leur enterrement des bénévoles qui s'engagent pour ces causes-là, comme pour les morts de la rue, et qui vont témoigner un dernier hommage à des personnes qui finissent avec une petite croix ou une petite plaque en pleine terre pendant quelques années. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tous rendre hommage à nos morts dans des carrés communs, surtout qu'on habite rarement aujourd'hui à côté des cimetières où les morts de nos familles sont enterrés. Enfin, l'idée qu'on devrait pouvoir témoigner un hommage à tout être humain, ça me permet aussi d'entrer dans ce que tu disais de la dignité. Pour moi, la première dignité, elle est là. La dignité, ça a quelque chose de subjectif. C'est lié à nos valeurs, c'est lié à ce qui nous semble juste et injuste. Et moi, ce qui me semble injuste, c'est que des personnes puissent subir des inégalités sociales, même une fois qu'elles sont mortes. C'est-à-dire, dans leur vivant, elles ont eu un manque de relations sociales, et ben c'est pareil le jour de leur enterrement. Ça nous interroge beaucoup, cette première question de la dignité. La deuxième question de la dignité, c'est qu'organiser des funérailles, organiser un enterrement, on ne le dit pas, mais c'est souvent une épreuve parce qu'on sait qu'on va être regardé dans les choix qui sont faits. Et c'est ce que disent aujourd'hui notamment des personnes qui choisissent la pleine terre. Donc, on oublie tout le marbre et vraiment la personne est ensevelie avec le moins de dommages écologiques possibles. Il y a des personnes qui disent, mais autour de moi, j'avais l'impression que j'avais choisi quelque chose d'économique, que c'était moins bien, que ça voulait dire que j'aimais pas la personne, parce que les fleurs mettront longtemps à pousser aussi et qui se sentent mal. Alors moi, c'est vrai que j'ai un témoignage personnel là-dessus, parce qu'effectivement, ma maman, on a la chance à Nantes, j'habitais à Nantes à l'époque, c'est 2 cimetières paysagers, il me semble, à Nantes, je crois.
tout Ouais. à fait. Et donc nous, effectivement, bon, après, ça correspondait complètement à la personnalité de ma mère, et donc on a choisi effectivement la solution cimetière paysager sous 2 cèdres bleus, qui voilà, symboliquement, c'était important. On a mis beaucoup de symbolique et tout notre entourage a plutôt bien suivi le choix parce qu'ils la connaissaient et que ça correspondait pile à elle. Donc là-dessus, pour le coup, on n'a pas eu trop de jugement, sur le côté stèle ou choix du Mmh. cimetière, mais je peux comprendre effectivement, que certains, le rencontrent. Par contre, là où il y a eu de la pression aussi, alors je veux pas du tout jeter le discrédit sur, les structures qui, vendent des cercueils ou Mmh. voilà les pompes funèbres, hein, clairement. Je suis sûre qu'il y en a plein qui font très bien leur travail. Moi, je sais que, il y a eu 2 fois où je suis allée, dans l'occasion de deuil, soit accompagner, soit être, l'actrice en fait, on va dire, du choix. Et les 2 fois, et c'était pas les mêmes acteurs, il y avait énormément de pression effectivement sur, le choix et le prix. Je me Mmh. souviens très bien de la phrase du monsieur des pompes funèbres, quand on a pris le cercueil le moins cher pour maman parce que c'était juste du bois et que ça correspondait à ce qu'elle Mmh. voulait. C'était exactement ce que tu dis. C'est genre: «Bah, vous l'aimez pas quand même, 800 €, c'est quand même pas très cher, vous êtes sûrs? Vous voulez pas au moins mettre des poignées en» c'est moi, ça m'avait choquée, en fait. C'est vrai que il y a quand même ce côté commercial, tu vois, qui se mêle à la mort à ce moment-là, qui est un peu gênant, surtout quand on est en plein deuil. C'est vraiment difficile à vivre, en fait. Ouais. Complètement. C'est un moment, de grande fragilité et qui aujourd'hui est régulé par un marché. Alors ça, c'est des Oui. choix de société qu'on fait, mais tu fais bien de le souligner parce que ça veut dire, qu'à ce moment-là, la question qui vient, c'est: qu'est-ce qu'avait prévu la personne? Combien d'argent elle a laissé, si elle l'avait prévu? Combien d'argent j'ai en tant que personne ou groupe de personnes qui organisons les funérailles? Et combien on peut en emprunter, si on l'a pas? Et la semaine dernière, on faisait un webinaire, sur la question des obsèques civiles et Mmh. un élu, qui est en charge des questions, sociales, au sein du CCS, le Centre communal, d'action sociale de sa commune, disait: «On voit arriver des factures de 6 000, 8 000 € pour des gens qui sont au RSA, c'est-à-dire à 500 € par mois, parce que lorsqu'ils sont allés faire les formalités, alors souvent ils sont allés au premier endroit, à l'endroit le plus proche, parce Mmh. qu'on pense pas dans ce moment-là à choisir et mettre en concurrence, des pompes funèbres et comme on n'en parle pas entre nous, comme tu le disais au début, et ben, on fait pas ça quand tout va bien non plus, le tour des Oui. pompes funèbres pour savoir s'il y en a une qui nous branche. Donc on y va à ce moment-là, et donc on va plutôt, à la première, qui nous reçoit, sauf si on est dans une démarche, de coopérative, mais c'est pas encore très, il existe des coopératives funéraires où on peut devenir, coopérateur, quand tout va bien. Mais voilà, c'est pas encore, quelque chose, qui est vraiment, dans les mœurs. Donc on va au premier endroit, et dans cet endroit, on nous sort des catalogues et c'est pas Ouais. facile de dire non. C'est pas facile de savoir ce qui est indispensable ou pas dans tout ce qu'on propose. C'est pas facile, de dire, «Je voudrais, le cercueil le moins cher» ou «Je voudrais pas d'ornement sur le cercueil» ou «Je voudrais même une petite cérémonie» ou «pas de cérémonie» ou «Qu'est-ce que voulait la personne?» Toutes ces choses-là, ça fait aujourd'hui que des personnes peuvent se retrouver dans des situations, financières, très compliquées à un moment où c'est pas l'argent, qui devrait compter et dans cette idée-là, je parlais, donc de ce webinaire sur les obsèques civiles. C'est aussi une des grandes questions, qui nous traverse de dire, quand, on veut pas d'enterrement religieux, quels sont les choix aujourd'hui qui Ouais. s'offrent aux citoyens et ces choix sont-ils gratuits ou payants? Parce que si on a de l'argent, on peut réserver des alors après, est-ce qu'on pourra faire venir un cercueil ou pas dans ce lieu? Mmh. Ce serait une question, mais on peut réserver des lieux, qui sont beaux. Mais si on n'a pas cet argent, est-ce qu'il y a des lieux gratuits? Est-ce qu'il faut les libérer en une demi-heure? Tout le monde n'a pas envie d'une cérémonie qui dure, Bah, oui. une demi-heure. Est-ce qu'on peut être 15, 20, 30, 100 à l'intérieur? C'est pas du tout la même chose
que lorsqu'on a un édifice religieux, typiquement une église qui a son cérémoniel, qui peut accueillir beaucoup de gens et qui a déjà un rite de prévu. Et ça va être encore de l'argent, de faire confiance à un célébrant, d'espérer que le célébrant écoute en retour ce que veut la personne, voilà, et soit respectueux. Donc, en fait, la dignité, elle est partout parce qu'on n'a pas d'espace pour parler de tout ça. Et avec Plan 9, comme beaucoup d'autres structures en France et ailleurs, on anime des cafés mortels avec cette idée qu'il faut apprendre, il faut s'entendre en parler quand tout va bien. Et un café mortel, c'est ça, on vient, on parle au jeu pendant 1 heure avec d'autres personnes qu'on connaît pas, mais s'entendre dire voilà ce que j'aimerais, c'est vraiment le début, un début de résistance à cette logique de marché qui sinon viendra tout supplanter si rien n'a été parlé et n'a été prévu avant que la mort se produise. Ouais. Après, est-ce que tu penses, alors je reviens un petit peu en arrière sur notamment la fin de vie, la gériatrie. Est-ce que tu penses que le fait que quelque part on ait une séparation de l'Église et de l'État, ça a contribué à faire la chasse justement à tout ce qui est symbole personnel, symbolique? Alors je parle de ça parce que tu vois, j'ai une amie que j'avais interviewée, Katia Akrabé, qui a été psychologue en gériatrie pendant longtemps, surtout pendant le Covid. Et en fait, bon, elle ressent pas mal de choses. Et ce qu'elle disait, c'est que c'était assez fréquent d'avoir des témoignages de personnes âgées qui savaient qu'ils allaient partir, ils voyaient leurs proches, etc. Vraiment, voilà, des revenants, comme tu dis. Et c'était quelque chose d'assez classique. Et on a beaucoup de témoignages de ce style. Par contre, Katia me disait, moi, je n'osais pas en parler en comité administratif, donc avec tout le poids de la structure, parce que la seule réponse qui était apportée à ce genre de choses, c'était d'aller médicamenter les personnes qui ressentaient ça. Et est-ce que quelque part, tu vois, c'est pas une façon de nier l'humanité ou l'individualité, le ressenti et est-ce que c'est pas aussi, tu vois, comment c'est coupé de la religion, c'est il faut absolument avoir le poids de la structure, quoi. Alors, pour moi, dans un premier temps, je le mettrais pas au niveau de la religion, mais plutôt dans l'idée, tu disais tout à l'heure, voilà, qu'on est dans une société de la productivité et de la performance. On est aussi dans une société où on pense que nos techniques vont l'emporter contre la nature, et donc on accorde un pouvoir et une place extrêmement importante au médical, c'est-à-dire qu'on pense d'abord à ce qu'on peut soigner, au sens des Anglais de cure, enfin ce qu'on peut guérir, et pas de ce à quoi on peut prendre soin. C'est le fameux care, c'est-à-dire que on guérira pas, mais on accompagnera. Et les soins spirituels, ça existe. Alors, c'est encore des choses qu'on doit à nos amis suisses, canadiens, hein, comme beaucoup de choses autour de la fin de vie et de la mort. Mais les soins spirituels existent. On peut les pratiquer, on peut s'adresser à des associations pour les pratiquer ou à des personnes qui sont formées à accueillir différentes spiritualités. Mais le premier glissement, c'est quand est-ce qu'on admet que cette personne va mourir. Et nous, dans notre travail en maison de retraite, moi, je suis sidérée comme la mort, elle en est absente. Hein. Ça semble être... Enfin, on entre en maison de retraite en sachant que c'est sa dernière demeure avant la prochaine qui durera tout le temps, quoi. Mais la mort est extrêmement peu parlée. Ça fait très peu de temps qu'il y a une vraie réflexion sur comment est-ce qu'on fait passer un corps d'une personne qui est morte dans sa chambre. Est-ce qu'on le fait passer par les parties communes ou est-ce qu'on l'évacue quand personne ne regarde? Comment est-ce qu'on dit aux autres que cette personne est morte? Est-ce qu'on organise des cérémonies du souvenir, des livres de condoléances? Enfin, ces choses-là sont assez récentes, tout comme les personnes, par contre, qui sont en maison de retraite et qui parlent de la mort. On se dit souvent, cette personne est-elle déprimée? A-t-elle besoin de médicaments? Ou hallucinée, déprimée, hallucinée. Donc, pour aller dans le sens de ton témoignage, je pense que c'est l'idée qu'on va prolonger la vie, enfin, on cherche à prolonger la vie de la personne avant de se dire de quoi elle a besoin comme accompagnement
pour arriver au bout de cette vie-là, parce qu'on est aussi très mal à l'aise avec cette idée qu'on ira tous au bout à un moment donné. Et sur le religieux, je pense que c'est pas tant pour moi le religieux que le fait qu'on se perd totalement dans notre idée de la laïcité. On n'arrive pas à s'en parler. Souvent, on s'en parle pour se taper dessus. Mais dire que la laïcité, c'est l'accueil de toutes les spiritualités, ça fait déjà penser les choses différemment. Une chambre d'EHPAD, c'est un lieu de vie. Le législateur le dit, la personne, elle peut demander une clé, elle peut fermer sa porte et elle peut faire ce qu'elle veut à l'intérieur tant que sa famille remet en état lorsqu'elle décède. Ce qui veut dire que si elle a envie de mettre un crucifix, une planche de Ouija ou je ne sais quoi, pardonnez-moi pour les 2 exemples du spectre, mais c'est pour dire, en fait, elle fait ce qu'elle veut. Mais on ne se le dit pas, et on le dit pas. Et souvent, on ne voit pas de signes religieux ou de signes de croyance, quelle qu'elle soit, dans les chambres. Mais tout comme les personnes vieilles qui vivent au domicile vont pas s'autoriser à parler de ça avec les personnes qui les suivent et les accompagnent. Donc, je pense que c'est vraiment une difficulté à savoir se parler de spiritualité alors que ce recours existe et peut être mobilisé. Ouais. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que toujours sur le rapport à la mort, on en parlera aussi peut-être tout à l'heure sur la perte un peu de nos repères folkloriques, tu vois, légendaires, etc. Mais c'est vrai que on a un rapport à la mort, comme tu dis, qui est très froid quelque part, basé beaucoup sur la peur de l'inconnu, sur peut-être aussi la peur du contrôle de notre sacro-sainte puissance. Alors que tu as quand même des pays où la mort a une vraie place. Je pense où tu as vraiment des événements familiaux où, à la Toussaint, tu as des rassemblements familiaux autour de la tombe de la grand-mère ou des ancêtres, et un culte de l'ancêtre aussi, qu'on a perdu, en fait, petit à petit. Ouais. Je pense qu'on vit en effet plus dans la projection du futur et de ce qui viendra après que dans l'inscription dans un temps qui nous dépasse et qui fait peut-être de nous des êtres moins importants. Je pense que derrière cette idée, c'est celle de l'individualité et de la valeur qu'on accorde à l'individualité. Les ancêtres, c'est un collectif et c'est l'idée qu'on rejoindra un collectif, alors que peut-être qu'on est beaucoup plus attaché à ce qu'on devient individuellement dans cette société et ce que deviendront les générations qui nous suivront. Donc je crois que c'est aussi lié à la manière dont on interroge le passé, le présent et le futur, mais on a aussi cette vision linéaire du temps. C'est-à-dire qu'on pense que là, on se parle, c'est le présent. Si lundi, ce sera le futur et samedi, c'est le passé. Cette idée-là que le temps, il est linéaire et qu'il s'écoule que dans un sens, c'est pas partagé par toutes les sociétés. Et c'est ce qui nous pousse aussi à nous détacher des morts dans leur ensemble et de nos morts en particulier. C'est qu'on se dit que le temps circule que dans un sens et qu'il vaut mieux s'interroger sur ce qui suit plutôt que ce qui a précédé. Mais c'est un système de conception du temps qui n'est pas unanimement partagé. Oui, tout à fait. Après, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de voir, moi, si je prends mon exemple en Bretagne, tu vois, je me suis beaucoup penchée là sur toutes les légendes locales, sur l'imaginaire collectif qui était présent, la vision de la mort qui certes faisait peur, mais elle était vraiment omniprésente aussi avant. Il y avait des veillées dans lesquelles on se racontait des histoires de revenants avec l'encou. Enfin, tu vois, tout cet imaginaire-là, il s'est vraiment perdu en fait dans le temps. Moi, c'est vrai que c'est un credo en fait de ma part où j'essaye effectivement de faire revenir ces sujets-là dans l'imaginaire actuel, ce qui est pas toujours évident. Mais il y a quand même, je pense, un besoin. Je sais pas si vous l'avez vu vous aussi au niveau de la société ou des personnes. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un certain sursaut de de besoin de racines légendaires un peu. Je pense qu'il y a alors, il y a déjà un constat que tu fais. Je pense que c'est globalement les savoirs populaires qui se sont perdus et qu'on interroge aujourd'hui dans plein de domaines de la société. Ça ne veut pas dire que les savoirs populaires sont toujours justes et les savoirs sachants jamais ou le contraire, mais la coexistence est devenue compliquée, on va dire dans la deuxième partie du XXe siècle et au début du XXIe, pour pas dire aujourd'hui que c'est vraiment polarisé entre deux mondes.
Et la mort est très présente dans les savoirs populaires et dans l'accompagnement de la fin de vie, du trépas et du temps qui suit. Et ce que fait le folklore, c'est d'offrir des narrations à ça, c'est-à-dire de pouvoir se raccrocher à une manière de raconter ce qu'on vit, alors que la science, elle viendrait plutôt expliquer chaque étape aujourd'hui, mais pas le raconter comme notre appartenance à un tout. Et on sent en effet dans des interrogations, mais que pour moi, je lirais à tout ce qui se passe en termes d'éco-anxiété et au-delà de l'éco-anxiété, d'appartenance, à quel groupe social j'appartiens pas, où je me vois vivre ou pas, avec qui j'ai envie de vivre, sur quel projet individuel, L'identité aussi. communautaire, voilà, d'identité. Toutes ces questions qui sont extrêmement brassées, qui tiennent aussi à la confiance qu'on accorde ou pas à un collectif pour prendre en charge notre destinée. C'est-à-dire, tout ce qui fait qu'on va se dire, je me sens à ma place, je me sens appartenir à une société et j'ai confiance dans la manière dont cette société va prendre soin de moi, on n'en est pas là. On n'en est plus là. Et où est-ce que tu cherches ce rapport de confiance quand tu l'as pas dans notre système laïque, politique et sociétal? Je pense que c'est un des retours. Derrière les savoirs populaires, c'est des savoirs communautaires, c'est des transmissions. C'est pas le savoir d'un individu, c'est le savoir de groupes sociaux qu'ils transmettent à d'autres groupes sociaux. C'est l'idée que peut-être que si on comprend mieux d'où on vient, on aura des clés pour savoir où on va. Enfin, pour moi, tout ça, c'est vraiment lié à l'incertitude de notre position individuelle dans le monde d'aujourd'hui et de se dire, mais qu'est-ce qui me manque pour que j'arrive à comprendre où je suis, où je vais? Eh ben, c'est peut-être redécouvrir d'où je viens ou comment est-ce qu'on répondait aux questions que je me pose aujourd'hui, avant. Et pour moi, c'est redécouvrir des formes de solidarité. C'est-à-dire que, quelles que soient ces croyances, en tout cas toutes celles auxquelles je pense, elles ont vraiment quelque chose d'un prendre soin collectif. Et dans le funéraire, c'est particulièrement marqué. C'est un moment où la société prend énormément de place. Alors parfois, dans des temps plus anciens, certains ou certaines ont pu aussi trouver que ça prenait trop de place. Je pense aux veuves qui étaient obligées de vivre avec des carcans Oui. aussi. Voilà. Donc voilà, c'est pas pour dire tout était merveilleux et ça l'est plus aujourd'hui, mais en tout cas, c'était des relations de communauté et de solidarité. Et je pense qu'on cherche beaucoup de l'appartenance et du lien. Enfin, dans les relations à la mort et aux morts, ça revient de manière forte et c'est ce qu'apportent les croyances et la spiritualité pour moi, aussi bien que les légendes et le folklore. Ouais, je pense qu'on est un peu au bout aussi peut-être de l'individualisme à outrance et qu'on a effectivement besoin de retour à un certain équilibre, puisque individualisme dit effectivement être coupé, comme tu dis, d'un certain savoir plus collectif. L'équilibre est important et on l'a pas forcément dans notre société actuellement. C'est ça. Pour moi, il y a une grande différence entre individu et individualisme. Pour moi, l'individu, enfin, c'est une notion qui va devenir très forte après la Révolution française, c'est qu'il faut être un individu pour être porteur de droits. C'est-à-dire pour pas appartenir à un roi, à un mari, voilà, pour s'appartenir plutôt que d'appartenir à quelqu'un, il faut qu'on soit reconnu comme des individus porteurs de droits. Mais je pense que cette notion d'individu porteur de droits n'a pas à mener à de l'individualisme, qui est plutôt chacun est responsable de sa destinée et ceux qui arrivent, ils méritent et ceux qui arrivent pas, c'est leur problème, ils auraient dû y arriver. Et le glissement, le problème pour moi, il est là, c'est qu'on soit pas resté sur quels sont nos droits humains fondamentaux et la dignité dans le funéraire ferait partie pour moi des droits humains fondamentaux, mais qu'on soit allé sur de la responsabilité individuelle et sur l'idée qu'il faudrait se détacher complètement de toute réussite collective pour être performant. C'est le mythe du self-made man, etc. Alors que non, il faut être consciente qu'on est là parce qu'on appartient à des réseaux plus larges. Tout à fait. Du coup, vous réussissez à avoir des actions
très concrètes. Est-ce que ça peut passer sur, je sais pas, des commandes d'études? Ça peut être, d'aller proposer vraiment des choses concrètes suite à ce que vous avez observé ou c'est pas votre rôle? Si, pour moi, c'est pleinement notre rôle. Et c'est pour ça qu'on est inclus en lien avec la société et les endroits où les situations sont vécues. On ne s'arrête pas aux conclusions de recherche, on ne s'arrête pas au diagnostic. D'abord, on essaie de mettre en place des démarches participatives parce que c'est un des moyens déjà de construire l'avenir, parce que les gens qui y participent, ils ont leurs propres objectifs, leurs propres intérêts, et ils sauront se réapproprier la connaissance pour en faire autre chose. Mais au-delà de ça, c'est dire, si des idées émergent de la recherche, on essaiera de les mettre en place. Et lundi dernier, on a inauguré un patchwork funéraire. Alors, c'est pas du tout une idée qui vient de nous, c'est plutôt très ancien, patchwork. En fait, c'est une réflexion au départ de se dire, en entretien, donc dans une recherche plus classique, les gens disent, ce que j'ai réalisé quand j'ai perdu quelqu'un, c'est à quel point personne pouvait me comprendre et en même temps, à quel point je me rendais compte que d'autres étaient passés par là. Et ce truc, ça n'arrive qu'à moi, mais ça arrive à d'autres. Même si c'est différemment, on se retrouve, on se touche sur des choses très existentielles. Ça revenait beaucoup et on s'est dit, comment est-ce qu'on peut matérialiser ce fait qu'on se sent tout seul, mais qu'on l'est pas, et comment le visibiliser? Parce qu'une des raisons pour lesquelles on se sent tout seul, mais qu'on l'est pas, c'est qu'il n'y a pas d'endroit visible où on voit, enfin, il y a des groupes sur le deuil, mais voilà, c'est pas quelque chose de très collectif. Ces moments-là. Et j'ai commencé à faire des recherches en me disant, ça veut dire qu'on est chacun différent, mais un peu tous ensemble, etc. Et bref, et j'en suis venue au patchwork et à ce qu'il pouvait représenter de la vie des gens. Le patchwork, il a été notamment utilisé pour honorer les morts du sida qui étaient invisibilisés, principalement dans les communautés homosexuelles. Il y a eu un patchwork des noms qui a été fait. Un patchwork rendait hommage à chaque personne. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était une dimension plus collective. Et je suis revenue, notamment grâce à la bibliothèque du Congrès des États-Unis, parce que le patchwork est très, très présent aux États-Unis. Oui. J'ai retrouvé plein d'exemples d'amis réunissant des vêtements pour rendre hommage à une personne décédée, de familles rendant hommage. Et on a lancé un appel dans le cadre, à Nantes, il y avait à Cosmopolis l'année dernière un grand événement de 2 mois qui s'appelait La mort et les rituels dans le monde. Et on lancé un appel à participation en se disant qui veut vient témoigner à nos micros de son expérience du deuil. Mais chaque personne qui vient, elle vient avec un tissu qui a appartenu à un mort ou qui évoque un mort. Et en nous confiant le tissu et en nous confiant un témoignage, vous participerez à créer une œuvre qu'on ira mettre dans la nouvelle salle d'obsèques civiles de Nantes pour que les personnes qui viendront célébrer des obsèques à cet endroit-là aient cette trace et puissent écouter aussi les témoignages des gens qui vivent de manière très singulière, mais la même chose qu'eux. Et ça a été une hyper belle expérience de voir des gens arriver avec des tissus très différents, des choses qui se sont pas posées. Est-ce que je suis prêt à donner un tissu ou pas? Est-ce que je suis prêt à me dire qu'ils vont couper dans ce tissu? Ou est-ce que ça m'est pas supportable? Est-ce qu'au contraire, je me dis, mais j'ai gardé ça dans mon tiroir en sachant que j'en ferai jamais rien et que, en fait, je l'ai peut-être gardé pour qu'un jour on me propose ça. Enfin, chacun y a mis vraiment le sens qu'il voulait. Il y a une dame qui est venue avec du tissu qui fabrique des vêtements de travail parce que c'était le métier de son mari. Et elle disait, si on lui avait demandé, il aurait pensé à ça parce que c'était toute sa vie et il serait trop content. Donc voilà, des fois, ça permet aussi de renouer ces relations-là. Et donc, tout le monde a participé. On a travaillé avec Servan, qui a un atelier de couture qui s'appelle l'atelier du Bourget. Et ensemble, on a créé un patchwork avec tous ces tissus cousus ensemble qui forment une étoile et à côté un QR code qui donne accès au témoignage et je m'étends pour le raconter, mais c'est parce qu'en fait pour moi c'est ça, passer à l'action au-delà de la recherche, c'est se dire ok, mon besoin à moi c'est de comprendre ce que ça fait aux gens,
à la fois la perte, mais c'est pas une perte complète parce que c'est des relations qui se créent différemment et chacun y met le sens qu'il veut et je veux qu'on me confie ça, mais c'est demander énormément à quelqu'un de faire ça pour moi. Donc si on le demande, il faut que nous, on arrive à leur restituer quelque chose de tangible de ce qu'ils ont collaboré à nous permettre de comprendre. Et pour moi, ce patchwork funéraire, ça voulait dire ça. Comme une capsule temporelle et symbolique, en fait. Ouais. Exactement. Et visible. Tu vois, Et visible. Ouais. c'est exactement ça. Et c'est là, et ça existe. Alors, C'est on peut magnifique. passer devant sans le voir si on n'a pas envie, mais si on s'arrête, eh ben, ça vient dire ça, et ça vient, je l'espère, faire du bien à des personnes qui en ont besoin, sans qu'on soit là, à travers la parole et les expériences des gens. Et c'est ce qu'on cherche à Ouais. faire. Ouais, c'est magnifique. Eh bien. Effectivement, il y a tellement besoin effectivement de travailler là-dessus et d'apporter de la libération, en fait, et de la parole, des sentiments, des émotions. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette Merci à toi, discussion vraiment. passionnante. C'est un vrai bonheur. Et puis, ah oui, alors peut-être juste, comment est-ce qu'on peut soutenir votre action, du coup? Parce que j'avais mis un lien vers la page Hello Asso pour, dans la description de l'épisode Oui, pour alors, adhérer, mais ça, c'est super parce que ça nous permet de montrer que ce qu'on fait intéresse, voilà, ouais. et nous sortir aussi de rapports qui sont uniquement des rapports de commandes, de prestations qui sont pas les plus libres pour investiguer ces sujets. Donc là, vraiment, la première chose, c'est nous soutenir, nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, à l'Asso Plan 9 et sur Blue Sky sous mon nom Elvire Bornan. Et puis ne pas hésiter voilà, via les réseaux sociaux notamment à venir nous parler. On est toujours ravis de faire de nouvelles connaissances. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup et puis je te dis à bientôt. Merci à toi.